Alors, donc moi, je précise, je suis pas dans l'informatique. C'est pas mon métier, j'ai jamais eu aucune formation d'informatique. J'ai plutôt appris sur le tas, très technophile, voilà. Et donc du coup, moi je vais pas, bien sûr, pas faire du prosélytisme propre-Hugo ou autre, hein, vous le verrez. Je pense pas vous-même. Bon, on va commencer donc, ouais, ce que je vais présenter. Donc je vais décrypter un petit peu le vocabulaire, le contexte, les contraintes. Surtout pour ceux qui veulent présenter les photos, qui savent pas trop ce qu'est un site web, ce que ça engage. Comment choisir le script, du point de vue technique, du point de vue pratique, etc. S'approprier sa galerie et l'entretenir à long terme. Parce que évidemment, qu'on a un site internet, ça veut dire surtout l'entretenir. C'est pas juste on fait une demande de prestat, on a son site et c'est tout. Non, faut y aller. Alors, bon, un petit peu de Kezako, ouais. Qu'est-ce qu'un serveur? Enfin, juste pour poser les bases du vocabulaire que je vais utiliser. Bon, le serveur, ça va être surtout un ordinateur distant, ça va être un ordinateur comme le nôtre, sauf qu'il va être bien sûr optimisé pour certaines tâches. Il est accessible à travers le réseau qu'on appelle Internet. Voilà. Mais faut se dire que basiquement, un serveur, c'est juste un ordinateur. Donc, nous, quand on va aller sur Internet, on tape une adresse URL qui va être transmise au réseau. Le serveur va la réceptionner. Il va ensuite chercher les fichiers qui correspondent sur son disque dur, basiquement, comme un ordinateur normal, et ensuite donner une réponse. Donc par défaut, là on tape mon site /mapage.html, il va chercher le fichier mapage.html et rendre une réponse. Bon, là on voit mon premier titre, mon premier paragraphe, ça a l'air un peu barbare la syntaxe, mais bon, au final ça va s'afficher comme ça dans le navigateur, donc a priori on s'en fiche de savoir quel est le squelette derrière. Bon après, au long terme, il faudra quand même avoir quelques bases. Le script, pour définir au moins ce qu'est un script, parce que je vais en parler tout le temps. Donc, on a ça c'est de l'information brute, statique, qui va rester. Je veux dire, là, c'est tapé en brut, my first heading, voilà. En revanche, on a plutôt des URL, des adresses avec un point PHP qu'on voit de temps en temps, avec un point d'interrogation, un truc marqué égal, une valeur. En fait, ça va être envoyé au serveur qui, lui, va chercher, lire toujours un même fichier, mais il va l'interpréter. C'est-à-dire, on va avoir du contenu un peu plus dynamique. Pour ceux qui utilisent un blog, ils savent que, par exemple, on va créer des articles via une interface d'administration. Ça, c'est du contenu dynamique. On ne va pas tout taper à la main. Et donc, là, il va réfléchir un peu, et il va ressortir la même chose qu'avant, du HTML. Je ne vais pas trop employer ce terme. Mais il va ressortir du texte qui va être interprété par le navigateur sur votre ordinateur. Le CMS, qu'est-ce que c'est? Content Management Service, Script, comme vous voulez. Dedans, il y a les galeries, mais il n'y a pas que les galeries, il y a tout ce qui est système de blog. Ça va être basiquement un script qui va gérer des contenus. Tout simplement, un CMS, un script qui est orienté contenu. Qu'est-ce que ça dit la définition? Les galeries, tel que là je vais l'employer, c'est les galeries web, c'est-à-dire des scripts orientés pour un contenu spécifique, l'image. Le FTP, alors le FTP, c'est un peu particulier. Juste pour dire que d'habitude on utilise HTTP, mon site, voilà, l'adresse, généralement on met même pas, on met Google et puis le navigateur il remplit tout seul. Là on va accéder via ce qu'on appelle un protocole, mais bon. Et là, en fait, on va simplement accéder à un Windows Explorer distant. C'est un explorateur de fichiers distant. On va lire tous les fichiers qui sont sur le serveur distant. Ça correspond vraiment à un Windows Explorer où on va naviguer dans des dossiers. C'est un peu barbare vu comme ça, mais voilà, ça ressemble à un Explorer. On voit des images qui sont à la suite, on voit la taille des fichiers, on voit ce que c'est, des JPEG, on sait que c'est des images, des photos. Voilà, donc FTP, c'est accéder au contenu sur le serveur, un explorateur de fichiers distant, tout simplement. PHP, ça va être une façon d'écrire les scripts. C'est un langage de programmation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ressemble grosso modo à ça. Et là, vous allez le voir souvent si vous allez chercher les scripts de votre galerie, de votre blog, vous allez voir qu'il va y avoir
des requis, je vais y arriver. Des requis pour utiliser tel script. Alors ils vont dire PHP, NoSQL, ce genre de choses. Vous n'allez pas tout comprendre. Ce qu'il faudra juste chercher, c'est que vous allez avoir un hébergement, vous allez avoir votre script. Il va falloir que les deux correspondent en termes techniques. On y viendra. Ne vous inquiétez pas. Là, ça brûle le vocabulaire. C'est pas le parti le plus fun, on est d'accord. Base de données. Donc on a vu qu'on avait un script qui générait une page. Ce script, il lui faut des données quand même, quoi. Il faut qu'il génère quelque chose à partir de quelque chose, il ne va pas le générer magiquement. Donc en gros, il va y avoir généralement une base de données. Ça, c'est typiquement ce qu'il y a sur les hébergements mutualisés. PHPMyAdmin, qui est un gestionnaire de bases de données. On va avoir ces différentes bases de données, les tables, les unes à la suite des autres. On va pouvoir... essentiellement, le minimum à savoir quand on a un hébergement, c'est pas forcément de fouiller là-dedans. C'est juste de s'y connecter et de savoir faire exporter, importer, juste qu'on va changer d'hébergement, qu'on voudra faire des sauvegardes. Juste ça, exporter et importer. C'est le truc le plus utile. Alors bon, maintenant qu'on a déchiffré un peu, je sais pas s'il y a des questions éventuelles pour les personnes qui sont pas forcément très technophiles, je sais pas. Non? C'était clair? Bon, on va dire que c'était clair. Sinon, s'il y a des questions, vous pouvez interrompre, il n'y a pas de souci. Je vais faire une pause, je pense, au bout d'une heure. Ce qui est con, c'est que du coup, j'ai pas l'heure. Je prends ça. Voilà. Alors, quel choix? Alors, vous allez avoir beaucoup de choix. Vous allez avoir les Content Management System, ce que j'ai appelé les CMS. Donc, les scripts qui vont gérer le contenu en général, du contenu texte le plus souvent. Vous allez avoir les CMS un peu plus spécialisés, donc ce que je vais appeler les galeries. Les galeries ensuite statiques, dynamiques, minimales, complets, administrables. On va y venir. Alors déjà les CMS, quels sont les choix? Les choix, ça va être des CMS vraiment tout optiques, Drupal. Vous pouvez faire tout avec. La plupart des sites sont faits avec ça. Vous pouvez déployer des galeries, vous pouvez déployer des... Il y avait, je ne sais plus, France 24 ou ce genre de choses, en fait, des très grands sites qui l'utilisent. Bon, après, il ne faut pas avoir de failles critiques. Mais bon, ça c'est cette semaine. Enfin bon. Orienté plutôt portail, Joomla, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Joomla, c'est plus orienté portail dans le sens ancien du terme internet, où on arrivait sur une page où on avait un peu tout, le forum, les news, la galerie photo, les membres, etc. C'est ça, c'est un peu le website, le site internet complet. Sinon plutôt orienté blog, WordPress, .clear. Donc là quand on dit blog, c'est vraiment contenu texte, avec contenu additionnel d'images, mais c'est toujours considéré souvent comme additionnel. C'est très orienté texte. Alors dans les galeries, il va y avoir les statiques. Si vous êtes photographe, vous connaisserez Lightroom ou ses équivalents, Shotwell, etc. Photoshop. Ça va générer des galeries. Mais ça va être du brut, c'est-à-dire vous générez des fichiers, vous les enverrez sur votre serveur par FTP, comme j'ai expliqué. Vous allez balancer tous les fichiers et voilà. Si vous voulez modifier pour une image, généralement il faudra régénérer tous les fichiers. Ou alors rebalancer plein de fichiers à la fois. Vous n'aurez pas, par exemple, un système de commentaires, vous n'aurez pas un système où vous pourrez modifier les albums en 2 clics. Ce genre de choses. Donc c'est ce que j'ai appelé les galeries dynamiques. Parmi celles-là, il y a les galeries simples qu'on peut trouver facilement, enfin plus ou moins facilement. Minigal Nano, Bisou, Photoshop. Ça, ce sont des galeries minimalistes dans le sens où tout va être très épuré. Ça a été fait très souvent par un spécialiste, un geek, un technophile, qui va dire oui bon moi les trucs complets administrables ça me va pas trop, c'est trop lourd, WordPress c'est lourd au bout d'un moment. Moi je veux un truc simple, je veux juste afficher des photos. Point. Donc ils ont fait ces scripts là, ils sont très faciles à utiliser généralement, il y en a même certains où il y a un seul fichier à envoyer. Et ensuite, on envoie ces images. Et le script lui-même va générer les pages, etc. en fonction des images. Il va détecter automatiquement. Ensuite, il y a les complets administrables. Donc là, j'ai cité les essentiels, Copperman, Galerie V3, Piwigos and Photo. Ce sont des galeries qui sont faites pour tout public.
qui là du coup vont s'adresser à des gens qui veulent paramétrer, qui veulent plus d'options, qui veulent, s'ils veulent des commentaires, par exemple dans les galeries minimalistes, la plupart du temps il n'y a pas de commentaires ou il n'y a pas de notation, ce genre de choses. Alors, pourquoi on va éliminer au fur et à mesure, pour revenir à la catégorie que je vais présenter. Bon, là c'est la plus grosse partie polémique, les CMS. Pourquoi les éliminer d'entrée? Moi personnellement, les CMS c'est très bien, surtout WordPress, c'est tellement gigantesque. On sait que WordPress ne mourra jamais, ça c'est quasiment certain. Ils ont un business model derrière, ils ont une très grosse communauté, ils sont énormes. D'autres clear, ils ont pris un peu les pieds dans le tapis à un moment donné, mais ils reviennent. Drupal c'est énorme aussi, Joomla, bon, c'est de plus en plus décrié par son côté un peu vieillot, mais ça existe toujours. Mais le problème c'est que vous voulez plutôt une galerie, vraiment une galerie, juste gérer les photos, et les photos ont des spécificités, les métadonnées, les exifs, les IPTC. C'est un système de classement plus par album, on va pas forcément faire des news, on va avoir surtout généralement envie de prendre des photos pour la famille, avoir un système de permission bien particulier pour que la famille voit certaines choses, les amis d'autres, alors que pour WordPress on va faire des articles pour tout le monde, éventuellement des articles privés, mais le système de permission ça va être juste vous êtes inscrit, vous n'êtes pas inscrit, vous verrez ça. Et si vous voulez aller plus loin avec des systèmes comme WordPress, c'est très facile, hein. Il y a des plugins qui existent, mais ça va être des plugins, c'est-à-dire ça va être pas fait par les gens de WordPress, et pas forcément que la prochaine mise à jour de WordPress sera mise à jour correctement. Vous pouvez avoir des soucis, donc moi dès qu'il faut un plugin pour faire ce que vous voulez faire vraiment, je dirais non. Donc c'est pour ça que je les élimine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein. Après, si on construit un site plus complet, si on est plus technophile, si on commence à programmer un peu, ça peut être tout à fait une option valable. Les statiques, là je dis non direct. Là je dis non direct, non, c'est une plaie. Je sais pas s'il y en a qui viennent du forum Chasse-Image ou autre, mais par exemple, généralement on voit les gens, ils font leur site, ils disent Lightroom, j'ai fait mon site avec Lightroom. Non, tu n'as pas fait ton site avec Lightroom, tu as juste fait des fichiers statiques. Comme si moi j'imprimais des feuilles, je mettais des pancartes et c'est bon, j'ai fait quoi. Je veux dire, c'est un diaporama. C'est un diaporama typiquement, c'est des planches. Il a créé des planches et c'est tout. Vous ne pourrez pas avoir un système, un clic, je change quasiment tout. Non, ça va être très compliqué, ça va être très lourd. C'est pour ça que aussi, la technologie flash. Les gens aiment bien les trucs qui bougent, etc. On voit souvent des superbes visionneurs, des diaporamas pour les photos, mais c'est de la technologie flash. Comment savoir? Généralement, on fait clic droit sur la chose et on voit tout en bas flash, enfin dans la mention du sous-menu qui s'est ouvert, on voit flash. Généralement, on ne peut pas faire de copier-coller, ce genre de choses. Ça, c'est flash, et ça, c'est une plaie surtout pour l'utilisateur, parce qu'il se dit que ça va être très beau, très bien, mais aucune visibilité via Google, c'est ça le problème. C'est que via Google ou les autres moteurs de recherche, vous n'aurez absolument aucune visibilité. Et au niveau des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes qui sont les mobiles, les tablettes, etc., Flash, c'est mort. Apple a dit non à Flash. Donc déjà, là, vous privez une bonne partie de votre public si vous faites le choix de Flash. Surtout que les gens qui sont très photographes, très technophiles, créatifs, utilisent des produits Apple. Donc du coup, c'est quand même une grosse partie. Au niveau de ce qui est dynamique et minimaliste, c'est le gros problème de la pérennité. C'est-à-dire c'est un mec qui a fait ça, après c'est repris par d'autres mecs, éventuellement c'est remodifié. C'est rarement mis à jour. Alors éventuellement il y a des contributions, les mecs ils ouvrent leur code sur GitHub pour ceux qui savent. Et c'est surtout plutôt pour geek parce qu'on va avoir une installation avec des prérequis assez spécifiques, une installation assez particulière, ou alors tout est pris en compte. Si vous voulez changer telle option, va falloir aller la changer directement dans le code, la valeur par défaut, ce genre de choses. Ce qui n'est pas tout à fait facile pour tout le monde. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va se concentrer plutôt sur ce qui est complet, administrable, Coppermine, Galerie V3. Alors Galerie V3, ou Galerie tout court, selon la façon dont on l'appelle, le projet a été mis en stand-by, en hibernation. Je le cite toujours parce qu'ils vont appliquer des patchs de sécurité,
Ils vont continuer à suivre le projet, mais au niveau des fonctionnalités, pour l'instant, il est en hibernation vraiment. Alors moi je le cite parce qu'il est il est quand même bien, faut l'avouer. Puis Hugo, donc je vais présenter, qui a les mêmes particularités notamment que ZenPhoto, c'est-à-dire un système plus renouvelé dans sa conception des choses. On en parlera. Donc les contraintes. Donc là on va choisir donc, les galeries dynamiques. Il va y avoir des prérequis pour être 100% fonctionnel. Par exemple, j'ai pris l'exemple de Puvigo, voilà ce qu'on va pouvoir lire textuellement sur notre site. Un hébergement avec MySQL 5, PHP 5, une bibliothèque graphique, le stockage, un client FTP. Ça, ce genre de choses, il faut bien se dire qu'il va falloir y passer, à moins que vous faites passer par un prestataire ou autre, évidemment, pour monter le site internet. Mais ça, va falloir faire la liste des hébergeurs, voir ce qu'ils proposent. Généralement, ça, c'est du basique. Je veux dire, tous les hébergeurs mutualisés le proposent. Si on a fait des galeries dynamiques, ça pourrait être installé par tout le monde sur des hébergements classiques. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on retrouve. MySQL, PHP, une bibliothèque graphique pour pouvoir générer les images dynamiquement. Un stockage, bon, évidemment, ça, c'est la partie la plus critique pour un photographe. Il va vouloir mettre ses photos haute résolution dessus, donc niveau espace disque, il va falloir assurer. Il y a certains qui proposent des espaces de stockage illimités, qui sont très bien. Un client FTP, donc je vous l'ai dit, c'est tout simplement un logiciel, comme l'explorateur Windows, pour pouvoir mettre ces fichiers distants. C'est-à-dire vous allez récupérer le script, une archive, un zip, vous allez ensuite utiliser votre client FTP, pour vous connecter sur votre serveur et balancer vos fichiers ensuite sur le serveur tout simplement. Les identifiants, la façon de faire généralement c'est l'hébergeur qui l'envoie le mail au début évidemment. Quand vous prenez un hébergement mutualisé, c'est pour vous faciliter la tâche. L'hébergeur le comprend bien, il vous envoie un mail avec les identifiants et la marche à suivre. S'il ne le fait pas, il faut peut-être changer d'hébergeur. Bon alors comment choisir un peu plus dans le vif du sujet? Voilà, se baser sur le tangible des fonctionnalités. C'est pour ça que j'ai éliminé les galeries minimalistes. C'est parce qu'au début on les trouve très bien, elles sont très jolies, c'est très minimal, il n'y a pas beaucoup d'icônes. On est directement sur les photos, mais au bout d'une année ou de 6 mois, on va se rendre compte qu'on veut des commentaires, qu'on veut en fait avoir un système de permission, qu'on veut mettre les photos de la famille et celles de tout le monde en même temps, et donc avoir un système d'identification. D'enregistrement, et donc du coup on se rend compte il va falloir changer de solution. Donc moi ce que je préconise, le truc rationnel pragmatique, c'est se baser sur les fonctionnalités, regarder là où il y en a le plus et ensuite enlever les fonctionnalités. Celles-ci ce sont généralement des options. Donc définir ses besoins vraiment et les faire correspondre avec les fonctionnalités des différents scripts qu'on va pouvoir trouver. Se baser sur des projets de qualité. Il y a un site que vous pouvez noter, opensourcecms.com. Donc rubrique images galerie. Ce site propose quasiment tous les scripts de gestion de contenu, du moins vraiment les plus connus et même certains autres plus connus de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a généralement une démo en ligne et même une partie administration. Si on peut tester, elles sont en fait au niveau de la sécurité, ils resettent régulièrement leur installation. Donc définir son besoin, là ça va être la plus grosse partie. Il faut surtout se rendre compte que notre besoin actuel il va pouvoir évoluer. C'est surtout ça. Cas très typique, là dans l'association, il y a un photographe qui voulait faire son site. Il a fait une maquette et tout, il n'y avait pas de commentaires, pas de notation, et en fait au final à la fin il se dit que ce serait bien d'avoir des commentaires, un système de notation, etc. Et ça bien sûr il ne l'a pas prévu, et dans la demande de prestation ça a été bien sûr tout désactivé, tout faire en sorte qu'il n'y ait pas de commentaires. Donc du coup toujours prévoir beaucoup plus grand, c'est-à-dire que les fonctionnalités qui englobent vraiment de façon énorme votre besoin actuel. Le besoin, ça va pouvoir être surtout la protection, la plupart du temps.
téléchargement à empêcher ou à faciliter, à contrario, pour des galeries plus basées sur les arrière-plans, on va dire, ce genre de choses. Des albums, des images privées à protéger selon le visiteur. Est-ce qu'on protège par album ou par image? Les interactions, quelles sont les interactions que vous voudrez avoir? Est-ce que vous voudrez vraiment avoir des utilisateurs ou est-ce que c'est juste une vitrine fixe? Ce genre de choses. Là, au niveau de la technique, comment vous ajouterez vos photos? Est-ce que vous utilisez Lightroom ou Shotwell ou est-ce que vous êtes plutôt téléphone à prendre et à envoyer via Android, iOS ou autre? Ce genre de choses. Est-ce qu'il va falloir des filigranes? Est-ce que vous voulez vraiment protéger vos images à ce point-là? Au niveau du poids des images, est-ce que vous pensez mettre tous vos fichiers de haute qualité dessus? Ce qui n'est pas forcément une bonne idée si vous ne voulez pas proposer le téléchargement des fichiers haute qualité. Du coup, le système il va être ralenti, il va vouloir générer des miniatures à partir de fichiers haute qualité, alors que finalement personne n'aura accès à ces images haute qualité. Donc, il faut aussi penser à ce genre de choses. Les faire correspondre. Alors, du coup, j'ai pris l'exemple typique de la protection, quelque chose qui revient très souvent. Comment gérer la protection? Est-ce qu'on fait une gestion par album? Est-ce qu'on fait une gestion par image? Est-ce qu'on fait par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs? Ça, c'est le genre de choses qu'il faut poser en définissant son besoin. C'est des choses qui peuvent venir par la suite, ça c'est sûr. Mais il faut déjà y réfléchir. C'est pour ça que j'ai mis ces 3 axes. Ces 3 axes, ce sont vraiment ceux qui reviennent le plus souvent, la protection, l'interaction, la technique. Là, j'ai mis quelques exemples. Donc, Coppermine, il a une gestion plutôt par album, avec des groupes. Galerie V2, c'est une gestion par image et par album. En V3, ils ont simplifié en faisant une gestion par album. Tous les deux, c'est utilisateurs et groupes. Puis Hugo, il a une gestion par image au niveau des utilisateurs et par album au niveau des utilisateurs et des groupes. Zenphoto, il a une gestion par album uniquement. Voilà, est-ce qu'on veut faire au sein d'un album un mélange de photos privées publiques, ce genre de choses. Donc du coup, en regardant les fonctionnalités, on peut voir lequel a plus de fonctionnalités sur les points qui me paraissent un peu plus critiques. Est-ce que pour moi, ce sera plutôt la protection? À ce qu'on voit là, Galerie V2 et puis Hugo, ce seraient les meilleurs. Ils ont plus d'options. Voilà. Juste se dire à peu près où est-ce que j'irai dans le futur. Est-ce que, voilà, sur quoi j'irai. Alors le tableau, le tableau à geste. Bon, alors un petit comparatif des choses qui sont indispensables. L'interface graphique pour l'administration, ça c'est typiquement ce que vous n'aurez pas sur des galeries minimalistes. Déjà, sur des galeries générées par les Lightroom, de toute façon, il n'y a pas d'administration, donc il n'y a pas d'option, il n'y a pas de dynamique, donc il n'y en aura pas non plus. Une config avancée. Généralement, beaucoup d'utilisateurs viennent nous demander oui, mais ça c'est l'option par défaut, mais j'aimerais bien que ça soit à gauche plutôt qu'à droite. Et là, on se dit bon, c'est pas le truc qu'on avait prévu. Et donc, des fois, il faut aller modifier le code ou modifier simplement un bouton à cliquer. Sur Galerie 3, il y a une interface de bouton à cliquer et un fichier pour des options vraiment très spécifiques que quasiment personne ne touchera. Zenphoto, lui, par exemple, il est très lourd au niveau de l'interface parce qu'ils ont quasiment porté toutes les options en bouton à cliquer. Puis Hugo a fait comme Galerie 3 un mélange des deux et de l'interface pour toutes les options les plus courantes et un fichier de configuration pour les valeurs par défaut rarement utilisées. Génération automatique des tailles. Galerie 3, ils ont jusqu'à 2 tailles, miniature et version large. Zenphoto aussi, puis Hugo, c'est jusqu'à 9 tailles avec des tailles custom pour certains thèmes. Les thèmes mobiles, Galerie 3, c'est en option, c'est un module. Zenphoto, c'est par défaut, puis Hugo aussi. Il faut aussi penser, bien sûr, aux téléphones qui prennent une part de marché sur Internet de plus en plus importante. Là, on l'envoie des images, comment l'envoyer? Certains en ont plus que d'autres, comme vous pouvez constater. Alors, si vous utilisez Picasa, par exemple, vous pouvez envoyer depuis Galerie 3 et aussi depuis Hugo. Zenphoto, c'est un peu plus restreint, c'est plus par l'administration, ils ont moins de modules. Au niveau des métadatas, est-ce que vous voudrez des notations, des commentaires, la possibilité de vendre, etc. Tout genre de choses à penser. Bien sûr, c'est complètement exhaustif. L'accès à l'outil d'administration.
il y a des petits changements entre l'un où c'est des boutons qui apparaissent quand on est dans la partie publique. Certaines personnes aiment, d'autres pas du tout parce qu'ils veulent avoir le rendu final vraiment de l'utilisateur sans les ajouts de l'administrateur par-dessus. Ça peut se comprendre. Donc Zenphoto et Pivigo, c'est un mélange des deux. Il y aura juste quelques icônes supplémentaires quand vous êtes connecté admin. L'installation d'extensions, ça c'est vraiment un truc primordial. Parce que du coup, c'est un point que j'ai complètement oublié, mais dans les galeries dynamiques, dans les CMS plus généraux comme les blogs, c'est les extensions qui vont vraiment apporter les fonctionnalités. Et il est très intéressant de regarder les fonctionnalités un peu plus spéciales que vous aimeriez éventuellement dans le futur ou même dans le présent. Est-ce qu'elles sont en extension ou est-ce qu'elles sont déjà par défaut? Moi je dis si c'est quelque chose que vous voulez vraiment primordial, autant que ça soit par défaut. Par exemple, Zenphoto est très axé blog et image en même temps, donc il y a tout un système d'articles qui est beaucoup plus poussé, alors que Pivigo ce serait une extension, donc elle est moins poussée, ce genre de choses. Par exemple, la galerie, il va falloir les installer en externe, c'est-à-dire il va falloir aller sur le site de galerie, le repérer, généralement télécharger le fichier et l'envoyer, ou alors faire un copier-coller d'une URL. Alors que dans Zenphoto et Pivigo, c'est directement depuis votre administration, dans les options, ensuite vous irez dans les plugins, vous verrez une liste, vous verrez ce qu'ils apportent et vous appuierez sur un bouton pour installer tout simplement et un autre bouton pour activer. Bon, alors les projets en eux-mêmes, avoir une galerie pérenne, oui. Essayez de regarder les dernières mises à jour. Dans Galerie 3 par exemple, la dernière mise à jour commence à dater parce qu'il est en hibernation. Sur le forum, est-ce qu'il y a un forum? C'est très important parce que si vous lancez dedans, il va falloir être un peu autodidacte, il va falloir rechercher s'il y a un problème, s'il y a une fonctionnalité que j'ai pas trouvée ou telle option je l'ai pas trouvée, en fait elle était sur telle page, j'avais tout bêtement pas trouvé. Vous pouvez demander sur les forums, ça c'est extrêmement important. Sur Pivigo, la communauté est massivement française d'ailleurs. Elle est à 50-50 française-anglaise maintenant, les Anglais montent bien au niveau international. La date des messages, bien sûr le nombre de réponses. Bon, et le caractère open source, c'est surtout sur le fait de le projet il ferme. Qu'est-ce qui va se passer après? On l'a vu souvent avec des outils qui étaient là plutôt comme service. C'est-à-dire les gens avaient un site, un bon script d'image, et les gens venaient se connecter, ils n'avaient rien à installer, ils allaient sur le site en question, mettaient leur image, et ils avaient après leur propre galerie. Ils n'avaient rien à installer, rien à gérer au niveau serveur, etc. Mais ces sites-là, il y en a beaucoup qui ont fermé récemment. J'ai oublié le nom. Parce que c'était plus ou moins pérenne, parce que les photographes vont vers différents outils, il y a beaucoup de concurrence, etc. Le libre, dès que c'est libre et gratuit, forcément les gens préfèrent. Donc, les gens après sont trouvés, le projet il a fermé. Le problème c'est que le site en question est basé sur un script que personne ne connaît. C'est le propriétaire qui a le script, personne ne sait faire une exportation de ces images vers une autre solution. Donc du coup les gens sont bloqués, doivent partir d'à zéro. Ça c'est très dommage, très très dommage. Donc du coup le caractère open source permet de s'assurer que les gens connaissent le script et pourront faire des outils d'exportation. Ça c'est très important. Avoir une galerie évolutive, bien sûr les extensions comme je l'ai dit, à travers les thèmes, les plugins, templates, modules, appelez ça comme vous voulez, qui va permettre un peu d'anticiper les besoins futurs surtout. Les particularités, comme vous êtes un peu photographe, il va falloir vous trouver un hébergement, donc l'ordinateur distant sur lequel mettre vos fichiers. Très mauvaise idée d'utiliser son ordinateur à la maison, déjà pour la facture d'électricité. Vous allez tester différents scripts. Ce que je conseille, c'est vraiment louer un serveur au mois, tester les hébergements en même temps et tester les différents scripts. Télécharger Zenphoto, télécharger Galerie V3, etc. Tester. Il y a une grosse partie, ça va être un mois de tester. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on a eu comme erreur avec l'hébergement là, il n'y a rien qui a marché. Bon, ok, j'ai loué au mois, on s'en fout, au mois suivant, je teste un autre. Si l'hébergement que vous êtes, le site où vous avez trouvé fait des hébergements uniquement à l'année, vous dites non, tout simplement, vous choisissez un autre. Testez vraiment au mois.
Donc du coup, choisissez d'abord le script, puis le serveur. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de changer d'hébergeur que de script, parce qu'en fait, comme je l'ai montré au début au niveau de la base de données, vous importez, vous exportez et vous transférez les fichiers. C'est-à-dire que vous avez juste à faire un copier-coller sur le nouvel hébergeur et ça marchera pareil. Alors que si vous changez de script, là vous avez commencé à partir sur une bonne base, vous avez commencé à avoir des gens qui s'enregistrent sur votre site, vous avez commencé à envoyer des newsletters à faire connaître votre site, et là d'un coup vous vous rendez compte que votre script ne correspond pas, et là va falloir migrer sur un autre, et dans ce cas-là il va falloir transposer les utilisateurs inscrits, il va falloir transposer les images, les commentaires, les notations. Ça va être extrêmement galère, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux d'abord choisir le script, et sur du script, puis après ensuite choisir l'hébergement. Voilà, dans l'ordre. La gratuité et le support, évidemment, c'est un argument que je mets qui du coup élimine d'autres scripts qui pourraient être plus ou moins gratuits, plus ou moins open source. Comment on va dire ça? Vu que c'est gratuit, ça a été fait par une communauté de passionnés, ils fournissent une documentation, ils fournissent un support sur les forums, mais de toute façon, il va falloir un minimum d'investissement. Il va falloir être un minimum autodidacte, chercher les choses. Alors après, vous avez des scripts comme WordPress, puis Hugo, d'autres qui ont fait un business model où ils proposent et l'hébergement et les scripts en même temps, vous n'avez rien à installer. Vous avez juste vos utilisateurs à gérer, vos photos, vous n'avez absolument aucune technique à gérer. Ça c'est bien, bon évidemment c'est payant, on est d'accord. Vous payez l'effort que vous feriez à côté si vous avez un bug ou si vous n'avez pas trouvé telle option, comment le faire. Donc c'est pour ça que éventuellement la possibilité de support payant ou d'hébergement clé en main payant, c'est ça que j'ai dit, c'est-à-dire l'hébergement et le script ensemble, c'est une plus-value. On peut tester les scripts sur un hébergement et se rendre compte qu'en fait on ne comprend rien. On n'a pas forcément le temps ni l'envie de continuer à comprendre, et donc du coup on a vu que certains avaient un support payant ou un hébergement payant. Et du coup ça peut être très bien. Après il ne faut pas oublier les différents critères qui sont est-ce que le script à la base il était open source, est-ce que pour ne pas se retrouver enfermé à être sur un hébergement qu'on ne connaît pas, un script qu'on ne connaît pas, et s'il ferme, ne plus en sortir. Puis Hugo par exemple, donc le script il est téléchargeable, les fichiers sont téléchargeables, ils sont publics, n'importe qui peut le mettre sur son ordinateur, en local, sur un serveur distant, et le fondateur il a créé un hébergement payant pour ceux qui ont pas envie de gêner avec la technique. Donc du coup ça apporte une pérennité pour le projet et ça apporte une pérennité aussi pour les utilisateurs. Parce qu'ils se rendent compte que s'ils veulent payer, ok, à un moment donné, ils sont un peu plus dans la technique, ils pourront sortir du payant pour aller dans du gratuit. Ce genre de choses, ils sont plus de liberté. WordPress a la même chose, ils ont wordpress.com, comme puhugo.com, c'est un peu le même concept, où du coup l'hébergement et le script sont ensemble et sont payants, avec tout le support derrière et tout. Oui, vous avez une question? Oui, pas de problème. Par rapport à justement l'hébergement payant, oui. On est dans quel ordre d'idée par rapport au coût d'hébergement? Alors par rapport au coût, nous on dit très souvent que c'est 30 € l'année. Le truc de base. Uniquement l'hébergement, ouais, 30 € l'année. On peut avoir quelque chose de bien qui peut faire tourner, et puis Hugo, WordPress, ce que vous voulez. Très bien, très bien. Après, si après on va monter en termes d'exigences plus techniques, c'est-à-dire on va vouloir plus d'espace disque, etc., on pourra changer de gamme. Ça, il n'y a pas de souci. Généralement, après les hébergeurs vous orientent si ils voient que votre site internet commence à monter, prendre trop de ressources, passer un peu plus cher, je sais pas, du coup 50 € l'année, ce genre de choses. Mais c'est honnêtement pas très cher. Un nom de domaine, c'est 10 € l'année. 12 € pour le point .u par exemple, qui je recommande d'ailleurs le point .u. Pas cher, géré par une association. Et à l'année c'est ridicule, enfin je veux dire 10 € l'année, 30 € l'année, c'est des frais ridicules. Et du coup pour tester au mois, on peut payer 2-3 € au mois un serveur comme ça.
juste pour tester. Donc c'est pour ça que j'encourage vraiment de tester d'abord au moins, de s'amuser un peu, de faire des erreurs. De toute façon, on va tous se planter à un moment donné, faire des erreurs, recommencer et du coup éliminer, définir ses besoins comme ça, à force. Donc, du coup, oui, après la partie là, ça va être plutôt pour s'approprier sa galerie, c'est-à-dire comment la modifier, quelles sont les bases de fonctionnalité à savoir. Notamment au niveau de la protection des images, quelque chose qui revient très souvent, très souvent. Est-ce qu'on va vouloir protéger l'image originelle? Généralement, quand on est un photographe, on veut avoir un filigrane, que l'utilisateur non enregistré ait juste la miniature et que les images haute résolution soient accessibles uniquement à des enregistrés ou à des gens qui ont payé. Ça arrive très souvent. Donc du coup, est-ce qu'on va avoir une protection des images d'origine? Galerie 3, j'ai mis non point d'interrogation parce que, ah oui, j'ai pas trouvé, je crois. Voilà. Zenphoto, ça marche. Il faut juste changer le nom du répertoire, c'est une option cachée. Puis Hugo, c'est une option un peu cachée aussi, c'est dans le fichier de configuration. Les images retaillées, personne. Je vais expliquer après pourquoi. Parce que c'est techniquement très difficile. La protection des images dans des albums privés, c'est-à-dire par exemple Facebook, vous mettez vos images sur Facebook, si vous avez l'adresse complète de l'image, // cdn facebook.com /.jpeg avec un nom absolument horrible. Oui, vous faites un copier-coller par exemple dans un forum de discussion, vous l'envoyez par mail le lien, n'importe qui pourra y accéder. Même si c'est une photo privée, même si vous avez un compte privé, n'importe qui pourra y accéder. Parce que Facebook, Google, etc. ne peuvent pas techniquement protéger là, par image, je veux dire. Parce que ça voudrait dire que par image, il faudrait avoir un système d'identification, système dynamique, et là, par image, ça fait beaucoup, beaucoup de consommation de données. Galerie 3 le propose en option. J'ai testé, hein, mais c'est extrêmement lourd. C'est vraiment très lourd. C'est-à-dire, c'est pour des serveurs robustes. Eux, ils ne le font pas parce qu'ils sont sur des infrastructures énormes. Nous, on ne le fait pas, Zenphoto non plus. Puis Hugo Zenphoto ne le font pas parce que ça demande beaucoup de ressources et techniquement, c'est très difficile. Et techniquement, surtout, les DRM des images n'existaient pas. Il faut vraiment se mettre dans la tête que on met un contenu en ligne, il est partiellement visible ou même totalement visible juste sur la page internet, il est copiable. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on recommande de protéger les originaux via un système d'identification, de mettre des filigranes sur les tailles plus petites, ok, du coup de ne pas permettre à ce que les gens lambda aient accès aux grandes résolutions et d'afficher une licence. Mais de toute façon, si vous mettez votre image originale par défaut visible par n'importe qui d'enregistrer et que vous voulez protéger cette image, c'est impossible. C'est juste impossible. Il faut se dire que faut faire confiance à vos amis, malheureusement, aux personnes que vous donnerez l'accès à ces images haute résolution. Il faudra leur faire confiance parce que de toute façon, les gens ils vont faire clic droit, ils vont faire un imprimé écran, ils vont faire mille et une façons. Il y aura toujours mille et une façons de récupérer l'image. Elle est affichée dans le navigateur, c'est bon, la personne peut la recopier, l'envoyer par mail à qui elle veut. Donc, déjà, ça c'est un truc qu'il faut se rendre compte. Les DRM des images n'existent pas, donc vraiment sélectionner qui voit quoi, vraiment qui voit quoi, et donc détériorer la qualité, du coup des tailles plus petites, détériorer l'image en elle-même, le filigrane, pour éviter de retrouver son image partout reprise sans qu'on le sache. Pas de grande résolution et bien sûr légalement afficher une licence. Ça c'est de toute façon légalement, quand on fait un site internet en France, on est obligé d'avoir une mention qui stipule au minimum quel est votre hébergeur ou alors vos noms coordonnées complètes. Parce que légalement le contenu vous engage. Alors soit là, vous le faites anonymement, dans ce cas-là vous indiquez votre hébergeur et ensuite c'est l'hébergeur qui fera le relais s'il a une plainte. Sinon, vous mettez vos contacts directement et vous spécifiez, bien entendu, étant donné que vous avez un contenu créatif, des photos, sous quelle licence les utiliser. Est-ce que vous permettez la redistribution ou pas? Si vous ne mettez rien, bon, évidemment, il y a le droit d'auteur originel qui persiste, mais quelqu'un pourra le reprendre et dire je suis désolé, je ne savais pas, ce genre de choses. Enfin, après, ça donne lieu à des imbroglios.
Voilà. Personnalisé. Alors, ah oui. C'est parfait, il y a une connexion internet. Alors, c'est la partie A, il est 19h, c'est parfait. On n'a pas d'eau? Juste une bouteille aussi. Ah, cool. Tu penses que c'est là son corps? Non, d'accord. On n'a pas beaucoup. Je sais pas si vous voulez faire une pause pour boire de l'eau, mais moi j'aime beaucoup. Donc du coup je me gêne pas. Et si quelqu'un a de l'eau, j'imagine que Pierre pourra en chercher déjà. Non, c'est mort. D'accord. Ok, bon bah vous me regarderez boire, c'est pas mal. Ça c'est pour un peu illustrer mon truc du l'habit fait pas le moine ou il vaut mieux donner un coup de pinceau que de démolir un mur, ce genre de choses. C'est-à-dire que le thème généralement vont pouvoir modifier énormément de choses. Du coup, petit aparté, les gens, l'habitude, ils voient les projets libres et gratuits, ils voient comment c'est, ils disent c'est moche. Non, pas du tout. Tu arrêtes ça tout de suite. Les gens vont se dire ok, mais c'est moche votre truc, l'administration, le thème par défaut, il est moche. Moi, je dis très clairement, c'est moche, oui, mais il y a les fonctionnalités et c'est gratuit. Je veux dire, après, vous regardez dans les extensions, ça a été fait pour, il y a des thèmes, il y a des gens qui ont des contributions, des choses beaucoup plus belles. Et après, si vous voulez à votre goût, tout est personnalisable, tout est administrable, donc vous pouvez modifier vraiment à votre goût. Si vous voulez quelque chose qui est beau par défaut, c'est généralement des choses qui sont plutôt payantes et qui du coup vont... Ah voilà, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Il y a Cocoon notamment qui a une politique, un business model très particulier. Ils ont un truc très joli qui se rapproche beaucoup de Lightroom, c'est pour ça que les photographes l'aiment beaucoup. C'est parmi. J'aurais pu le mettre Cocoon dans mes exemples, mais du coup j'ai pas retouché. Ça c'est mon ancienne présentation, j'ai pas trop retouché. C'est un script qui est. Oh non, s'il te plaît, arrête. C'est un script qui est très joli, très léché. Chrome, d'accord. On a Chrome à Strasbourg. Franchement, c'est pas honteux. Il y a Firefox, ouais. Il est pas sur le bureau, c'est pas grave. Ouais, je sais, j'imagine. Oui. Et donc, ouais, Cocoon, c'est quelque chose de très léché, très beau, mais notamment, j'avais fait un article de blog et tout pour ça, c'est parce que ça m'avait assez énervé. Bon, ils ont un business model particulier où en fait, ils vont vendre les fonctionnalités. Par exemple, les filigranes, ça va être payant. L'outil d'exportation depuis Lightroom ou Picasa, je sais plus, enfin c'est payant, ce genre de choses. Qui sont gratuits chez Piwigo, Zenphoto ou genre d'autres scripts à côté. Alors les gens, généralement, ils voient ça. Depuis Piwigo, ils disent ok, c'est pas très 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 joli. Ils voient aussi... il voit oui, les thèmes par défaut. Les thèmes par défaut sont pas forcément. Voilà, ça c'est le thème de base où vous pouvez mettre un bon coup de plâtre parce que franchement ça fait mal aux yeux. Mais sinon, après, le thème, on voit tout, c'est carré, ok. Mais il y a d'autres thèmes qui sont beaucoup plus beaux, tels que celui-là, où on va avoir des agencements complètement différents. C'est radicalement différent. Et les gens, quand on leur montre ça, on fait ah, mais c'est toujours le même script, ils comprennent pas. Ils se disent oui, mais ils ont du mal à dissocier fonctionnalité et personnalisation, et juste à l'affichage. Ça, c'est juste une question d'affichage. On a toujours toujours une liste d'images. Elles sont juste présentées différemment. Avant, c'était moche parce qu'il y avait la couleur, il y avait la forme, ce genre de choses. Les couleurs, formes, ça change très facilement. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est les fonctionnalités. Là, par exemple, j'ai un plugin qui affiche une image de taille intermédiaire entre-temps. On va avoir des commentaires, voilà, un système de commentaires qui ici s'affiche en tant que menu déroulant. On va avoir des flèches sur les côtés, ce genre de choses. Sur d'autres thèmes, il va pas y avoir de menu déroulant, ça va être hop.
Voilà, c'est très carré, c'est pas forcément très sexy comparé à tout à l'heure. Mais tout ça sont de la personnalisation. Là, par exemple, ça va être un volet, masquable, ce genre de choses. Vous allez avoir les notations par défaut sous Puvigo, ce genre de choses. Ça se présente là à droite, ça peut se présenter en bas, ça peut pas se présenter. Si vous voulez quelque chose de très simple, ça s'enlève. Vraiment regarder les fonctionnalités et pas juste est-ce que c'est sexy ou pas. Et surtout, ce qui m'énerve le plus dans l'effet Coquen, c'est l'administration de Coquen est très sexy. Ça ressemble beaucoup à Lightroom, c'est-à-dire, je sais pas si vous utilisez Lightroom ou Shotwell, c'est plein de vignettes. Vous cliquez sur vos images, vous attribuez les tags, etc. C'est sur fond noir, très ambiance photographe. Et je dis oui, c'est très joli l'administration, mais l'administration, il n'y a que vous qui la voyez. Ce qu'il faut qu'elle soit, c'est qu'elle soit ergonomique et qu'elle vous plaise. Après, qu'elle soit belle, il n'y a que vous qui la voyez, vos visiteurs vous la verront jamais. Très honnêtement, c'est plus un produit d'appel pour des gens qui viennent de certains produits payants. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Le CSS, là par exemple, je vous ai présenté. Ah oui. Non. Je vous ai présenté un certain type d'affichage. Il y en a d'autres qui en ont fait, qui sont amusés et qui ont fait d'autres choses complètement. Voilà, par exemple, ça c'est plus Hugo derrière. On dirait pas, pourtant ça ressemble à rien du tout de ce que je vous ai montré pour l'instant. Et pourtant, là, il y a une grosse personnalisation et il y a du Puvigo derrière. Notamment, je sais pas ça, je sais pas. Voilà. C'est un peu des images à la Google Photo, comme ça en carré. Ça, c'est du Puvigo, par exemple. Toute la personnalisation, tout le menu, c'est la personne qui l'a fait. Après, ça peut être un prestataire qui le fait pour vous, ce genre de choses. Ça reviendra moins cher que de payer le service par mois, etc. Donc, pour chaque navigateur, il y a des façons très faciles de changer la couleur, la police. L'intégration dans un site complet, oui, ça c'est un truc qui arrive souvent parce que là, on est en train de parler depuis le départ de galerie photo. Oh, la galerie photo, c'est bien joli, mais c'est spécifique, bien sûr, aux photos. La plupart des gens, après, vont vouloir oui, rajouter des news. Il y en a certains, ils font des photoblogs, ce genre de choses, donc ils ajoutent des articles avec leurs photos. Donc du coup, ils reviennent un peu sur WordPress. Moi, ce que j'ai fait, c'est que WordPress est très bien pour écrire des articles, Puvigo est très bien, dans mon cas. Pour d'autres, ça pourrait être autre chose, hein, on est d'accord. Puvigo est très bien pour moi pour gérer les images, donc j'ai installé les deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai WordPress et Puvigo d'installer. Voilà, il faut que j'arrête de double-cliquer dessus. WordPress et ma galerie photo d'installer ensemble, et ils cohabitent très bien les deux l'un à côté de l'autre. Ce qui va faire le lien, ça va être le thème. Pour qu'on ne sache pas trop, par exemple, ça c'est la galerie, voilà, et ça va être le blog. Hop là, voilà, ça se ressemble. C'est la même. Même code couleur, même menu, etc. Il suffit que vous repreniez des éléments communs de l'un à l'autre, vous utilisez différents scripts, vous êtes plutôt forum, vous voulez faire un forum de passionnés pour, je sais pas, votre ville, votre région, donc vous installez à côté de votre galerie un forum. Ce genre de choses. C'est plus comme ça que ça marche, de s'intégrer l'un dans l'autre, de prendre le meilleur de tel script et ensuite de les intégrer ensemble avec un code couleur commun plutôt que. Après, vous pouvez prendre aussi WordPress qui est un peu le couteau suisse, Drupal, vous pouvez le prendre, vous pouvez. Ça, c'est un peu la question, le débat, est-ce qu'on prend quelque chose qui fait couteau suisse ou quelque chose de spécialisé pour chaque domaine? Ça, c'est quelque chose qui fait débat. Après, étant donné que dans chaque domaine, il va y avoir des spécificités, un forum, il va falloir gérer des sous-forums, des membres, des inscriptions, etc. Une galerie, comme j'ai dit, ça va être spécificité, surtout les métadonnées. Les images, on va pas les mettre on va les mettre par album et pas par article. On va pas utiliser des catégories d'articles, on va utiliser plutôt des albums, des sous-albums, etc. Ça va être beaucoup plus hiérarchisé, on va avoir beaucoup plus de tags, de métadonnées, ce genre de choses.
Du coup, c'est pour ça que moi je préconise vraiment d'écrire des articles avec un script qui est fait pour écrire des articles, du blog, des images avec un script qui est fait pour gérer une galerie, vraiment des images, et donc du coup, après, les intégrer ensemble, un code couleur. Entretenir sa galerie, oui, c'est un truc qui revient très souvent, c'est que les gens s'imaginent qu'avoir un site web, c'est bon, ils ont leur site web, ils l'ont fait, tout le monde leur a dit oui, t'as pas ton site web, tes photos je les vois pas, ce genre de choses, du coup ils le font, après ils le font, c'est bon, j'ai fait, j'ajoute mes images. Non, c'est pas comme ça. Une galerie ça s'entretient. C'est comme si vous aviez une boutique, il faut l'entretenir, il faut dépoussiérer, il faut le client qui vient, voir s'il est content, qu'est-ce qu'il a regardé, est-ce que ça lui plaît, est-ce que ça lui plaît pas, ce genre de choses. Donc du coup, je vais lister là les bonnes pratiques, quelque chose vraiment de très terre à terre. Vérifier les mises à jour, l'état de son site internet, est-ce qu'on s'est fait pirater, ce genre de choses. Ce genre de choses auxquelles on ne pense pas, je sais pas, regarder tous les mois par exemple, est-ce que le site est à jour, est-ce que j'ai pas eu un gros problème, est-ce que ça tourne bien. Virer le spam dans les commentaires, répondre aux gens, il faut faire vivre son site, il faut vraiment l'interactivité. Après, si vous voulez juste une vitrine pour afficher vos photos, vous allez vite vous rendre compte que ouais, ok, un portfolio c'est très bien, mais ce que vous voulez c'est des contacts. C'est-à-dire, vous créez un réseau. Et là, le système de réseau va transparaître très rapidement, notamment si vous venez après de Flickr, si vous voulez de Photobouquet, 500 pixels ou ce genre de choses. Eux, c'est des sites où vous mettez vos images, il y a une grande communauté, elle est très soudée. Si chacun a son site internet, on est moins visible. Ok, parce que ça va pas être un site commun comme Facebook par exemple, où on se fait en un clic des amis, on s'échange des photos en un clic, et ça va être plus sectionné si on a son site internet. Et du coup, le site internet, il faut le voir vraiment comme une boutique. Elle est présente là, sur une place publique, ok, il y a des gens qui viennent, qui rentrent, mais vous ne faites pas partie d'un grand immeuble où il n'y a que des boutiques de photos. Ce serait genre 500 pixels par exemple, où là, bien sûr, il n'y a que des spécialistes qui passent, mais votre boutique, l'est pas vous, quoi. Vous ne pouvez pas y faire grand chose, tout est formaté, etc. La personnalisation c'est limité, le service c'est limité à ce qu'ils offrent, les fonctionnalités. Ok, vous êtes limité aux mises à jour qu'ils vont faire, vous n'allez pas. Éventuellement d'ailleurs, si vous avez un problème au niveau de fonctionnalité trop restrictive, vous pouvez toujours payer un freelancer, un étudiant, qui permettra d'augmenter votre site internet, des commentaires de telle façon, des newsletters de telle façon, une interaction meilleure, ce genre de choses. Vous pouvez toujours prendre quelqu'un pour pas très cher qui vous fera votre extension, alors que si vous êtes chez Flickr, ça va être ce que Flickr a dit et c'est tout, quoi. Vous n'aurez pas le choix. Bon. Ajouter périodiquement du contenu. Oui, donc c'est faire vivre son site, évidemment, rajouter du contenu. C'est surtout aussi pour le référencement dans les moteurs de recherche. Très important de rajouter du contenu périodique, que le moteur de recherche voit qu'il y a des nouveautés. Du coup, vous augmenterez votre classement comme ça. La plupart des gens, ils ont installé leur site internet et ils font je comprends pas, je tape mon nom dans Google et je l'ai pas. Non, ça prend du temps. C'est un annuaire, c'est pas vous faites enregistrer à la préfecture ou ce genre de choses. Il faut que le temps qu'il y ait des marcheurs qui vous connaissent, voilà, on est obligé d'utiliser un peu ce genre de vocabulaire pour faire comprendre que ça va venir petit à petit, vous allez être connu petit à petit, il va falloir aller dans les forums de chasse-image par exemple, les forums de photographes pour vous faire connaître, pour partager, etc. Ça c'est un peu un frein, du coup. La reconnaissance, se faire connaître son trafic, c'est un peu un frein à l'utilisation d'un site web personnel pour certains gens qui ne sont pas technophiles et qui se disent moi je vais utiliser du coup Flickr. Flickr, tout le monde y est dessus, enfin tout le monde. Il y a une grosse communauté dessus, c'est très facile de se faire connaître, le référencement est plus immédiat, j'ai pas besoin de toucher la technique. Et comme je l'ai dit, vous allez être limité. Vous allez être limité et surtout si vous voulez avoir une vraie personnalité, il va falloir un thème personnalisé. Il va falloir sortir des sentiers battus et si vous voulez vous affirmer en tant que photographe, bien sûr, vous affirmer après sur votre site internet. Si vous voulez un truc familial, juste les photos de famille à partager, moi j'ai deux sites en fait, j'ai un site familial, le site public que vous avez vu. Sur le site familial, j'ai aussi une galerie Purigo
J'ai préféré ça à Google Plus ou Google Photos que du coup mes parents et tout utilisaient parce que c'était simple. Ils avaient Gmail et Google Plus, interaction très facile. Mais après, quand je voulais, oui, que les amis voient pas telle chose, ce genre de choses, donc là, il fallait mettre dans les cercles. Oui, mais après, si je veux faire des newsletters, après, j'étais limité au niveau des fonctionnalités parce que moi, je voulais telle fonctionnalité et je savais que Piwigo, après, je pouvais faire à peu près ce que je voulais. Et surtout, j'étais décentralisé. J'ai vu que Picasa, il s'en désintéressait. Les développements de Picasa, il y en a de moins en moins. Que Google Picasa, ils l'ont renommé en Google Photos. J'ai fait non, j'aime pas trop ça. J'ai vu qu'ils ont ajouté Google Plus, j'ai fait non, j'aime pas ça non plus. Donc du coup, je me suis réorienté, j'ai fait quelque chose de cloisonné qui m'appartient vraiment. Les photos, je sais ce que j'en fais. Après, si j'ai fait une erreur ou autre, c'est vraiment de ma faute, si mes photos sont dans la nature, mais j'ai fait vraiment mon maximum pour être séparé. Je peux protéger mes fichiers originaux, ce genre de choses. Après, j'ai pas besoin de me faire connaître dans mon cas si vous avez une galerie familiale, évidemment. Chacun ses objectifs. Mais se faire connaître et connaître son trafic, c'est vraiment très important. Savoir ce que les visiteurs ont vu, pourquoi ils l'ont vu, si possible, c'est-à-dire quels mots-clés ils ont tapé dans le moteur de recherche, Google. Maintenant, on a de moins en moins cette information-là, mais bon, il faut vraiment analyser et comprendre d'où viennent les visiteurs, quels sont leurs intérêts, est-ce qu'ils sont plus nature, est-ce qu'ils sont plus macro, ce genre de choses. Ça, vous pouvez très facilement le voir, aller sur les forums de photographes de la région, communiquer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux tels que Google+, Facebook, j'ai pas dit de ne pas les utiliser, c'est très bien. Pour se faire connaître, c'est très bien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'extensions qui permettent de publier facilement son image de son script, de son site web à Facebook, etc. pour se faire connaître. Ça, j'utilise les réseaux sociaux pour me faire connaître. C'est vraiment un réseau. Un réseau dont, en fait, votre site internet va être le centre. Voilà, c'est ça vraiment qu'il faut prendre en compte. Alors là, ça va être un peu la partie démonstration. Ah oui. Voilà pourquoi en fait je voulais mon ordi. Parce que j'ai tout installé en localhost. Oui. Tu peux passer sur ton ordi? Ouais. Ouais, du coup, bon, on va faire une partie un peu plus pratique. Ça tombe bien. Parce que ça, c'est assez robuste. Ouais, c'est parfait. Des questions, du coup, pendant qu'on y est. Est-ce que vous dites, je vais utiliser plutôt telle chose? Est-ce que vous êtes surtout là par curiosité et puis vous découvrez un peu ce que c'est le domaine? En principe, par exemple, des étudiants ou des graphistes, enfin, des gens qui créent des sites, oui, en général, dont des sites qui sont des galeries, oui. Eux, ils créent enfin, les scripts, ils les créent pas. Non, ils vont pas réinventer la roue, non. Ils vont pas réinventer la roue. Non, donc, en gros, qu'est-ce qui est utilisé le plus en ce moment? C'est quoi? C'est Piwigo? Est-ce qu'il y a des... Je sais pas, après, moi, du coup, je suis pas du métier. Ah, oui, voilà. Je suis pas du métier, je peux pas vraiment le dire. Moi, j'essaie de faire connaître au sein de Strasbourg puis bien entendu, mais après, beaucoup de Moi, je vais peut-être répondre du coup, vu que moi, c'est mon métier, du coup. Oui, Et clairement, c'est WordPress qui est le plus utilisé. C'est WordPress. Tous les types d'usages. Ah oui, même là où c'est pas le plus adapté, en fait, il y a une telle renommée que les gens viennent en demandant un site WordPress sans savoir qu'il y a des alternatives. Qui seraient en fait peut-être beaucoup plus adaptées au projet. Que ce soit une galerie photo ou un site de commerce en ligne, des choses qui ne sont pas le site de WordPress. Mais d'où l'intérêt du coup de connaître les alternatives. Et, justement, oui. On essaye de vendre au client des alternatives. Moi, c'est un peu ça parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de déblayer, de savoir ce que je veux déjà. Et ensuite, mais après, la personne, je ne sais pas dans quoi elle va faire. Moi qui vais lui dire, tu me fais ça dans Piwigo. Non, je pense que c'est une mauvaise idée d'imposer. Après, il peut y avoir des. Moi, je vais lui dire, voilà, moi, je voudrais ça plutôt ça, comme ça, ou ça, comme ça. Oui. Et après, ce que je voudrais, c'est des fonctionnalités, point. Après, oui, mais après, si vous avez une préférence, vous pouvez suggérer un système. Après, le prestataire le prendra ou pas. C'est quelque chose d'important. Après, il y a pas mal de prestataires qui utilisent Piwigo quand même, parce que c'est assez modulable et c'est pas. Au niveau du code, c'est assez pratique. Et après, il faut, moi après, j'entends bien entretenir et gérer
Oui, moi-même, Oui. vous voyez aussi comme interprète. donc il faut que ce soit, Oui, enfin, oui, c'est ça. que ce soit gérable. Quoi. Enfin, Dans le système, oui, entretenir sa galerie, voilà, à long terme, c'est le client, il a son site web, mais après, il prend la main. c'est moi qui vais Voilà, c'est ça. Il faut reprendre la main. Il y a une partie de transition avec le prestataire qui va être la formation, au moins l'outil pour savoir comment gérer. Voilà. C'est vrai que WordPress est de telle renommée qu'il est demandé à tort et à travers, ça c'est clair. Notamment pour le e-commerce. Mais du coup, alors, genre un site de photographe amateur, un petit site de photographe amateur, ça pourrait être géré dans WordPress également. C'est-à-dire qu'il y a des modules de galerie photo pour Il y a des WordPress, modules de galerie mais photo. comme c'est pas le cœur de WordPress, c'est des fonctionnalités. Ah oui. C'est bien si on a un site avec une petite galerie photo. Ah oui, d'accord. Mais plein de fonctionnalités qui Ah oui. vont manquer D'accord. la galerie photo. Ah oui. Et puis du coup, vous êtes dépendant d'une extension qui va être développée généralement par une personne et pas par toute l'équipe de développement de WordPress. Ah ouais. Donc Ouais, là, c'est c'est ce que je dis, voilà, c'est que Ah, vraiment oui, d'accord. au niveau pérennité, vous Ouais. vous engagez dans quelque chose si ce que vous voulez faire de principal, ça va être une extension qui va vous l'apporter, c'est une très Oui, mauvaise idée. c'est pas une bonne idée. C'est une très très mauvaise idée. Et ouais. Donc là, je voulais en faire quelques démos si vous avez d'autres questions encore, je sais pas si...